Bon, l'après-midi, c'est peut-être mieux pour préparer ces bases de cours improvisées, donc de mise au point. Le principe, c'est de faire une dizaine de minutes maximum et des idées intéressantes, des mises au point importantes. Je vais essayer encore ici. Maintenant, aujourd'hui, ça sera sur des choses qui reviennent souvent chez les scientifiques, chez les enseignants, chez les étudiants, chez tout le monde en fait. Parce que tout le monde fait de la science, hein, sans même le savoir. Quand on calcule le prix à la boulangerie, ce qu'on va payer pour 3 croissants ou 3 pains au chocolat, eh bien on fait de la science, des mathématiques. Hein. On est tous des scientifiques. La méthode scientifique, elle est universelle. Néanmoins, il y a des choses dont il faut se méfier, parce que notre cerveau a une tendance, un penchant à nous transformer les choses, à nous inviter à aller vers le plus facile, vers le moins contraignant, pour une question de confort mental. Il nous redresse les lignes courbes, il nous modifie les contrastes trop forts, il accentue les contrastes trop faibles pour la vision, il égalise certaines fréquences pour l'audition, etc. etc. Il nous transforme le monde pour nous le rendre plus agréable. Et pour les informations de tous les jours, pareil. Une des plus connues, je la répète encore, mais elle est connue, mais malgré tout, on tombe facilement dedans. C'est de confondre corrélation et causalité. Alors, je filme à l'envers, donc je mets les chiffres à l'envers. Vous les redressez vous-même quand j'utiliserai des chiffres. Donc cette confusion entre corrélation et causalité, je l'explique tout de suite par un exemple concret. Mettons qu'un article vous explique que il y a une corrélation entre bonne santé générale, bonne santé, et consommation de hamburgers, de fast-food. Effectivement, les clients de fast-food, McDonald's par exemple, de hamburgers, les habitués de fast-food ont une meilleure santé générale que le reste de la population qui, elle, mange plutôt dans les restaurants ou à la maison et de la nourriture moins fast-food. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on déduit de là automatiquement? C'est que le fast-food améliore la santé générale. Évidemment, on a des doutes quand même. Mais c'est un exemple un peu caricatural, mais c'est pour bien montrer le piège. Le piège, c'est de déduire une causalité directe d'une corrélation. Il y a bien une corrélation entre bonne santé et manger des hamburgers, mais ce n'est pas à cause des hamburgers. C'est tout simplement que les clients habitués des fast-food sont jeunes, sont plus jeunes que la moyenne de la population, que la population générale. Et comme les plus jeunes sont aussi en meilleure santé que la population générale, la causalité est là. Ce n'est pas manger du fast-food qui améliore la santé générale, mais le fait d'être jeune. Alors, les vieux ont plus de maladies, d'handicaps, d'invalidité, etc. Et donc, la corrélation ici, elle est réelle, mais la causalité déduite de ça, elle est fausse. La vraie corrélation est indirecte, elle est cachée, elle n'est pas divulguée par les données que l'on a comparées. D'accord? Pour faire cette corrélation. Donc attention à ça. C'est très courant. Les sciences actuellement, la psychologie, etc., sont souvent basées sur des statistiques, sur des échantillonnages de population, de données, que l'on compare, et puis on voit des corrélations, mais d'où on ne doit jamais déduire une causalité directe, en tous les cas. Ces publications, par exemple, McDonald's peut très bien faire ça, se servir de ce piège-là, pour faire croire aux gens qui lisent leur article que manger du hamburger, manger du Big Mac, c'est bon pour la santé. C'est meilleur pour la santé que de manger autre chose. Ce qui est évidemment faux. Ça ne veut pas dire que ce soit un poison, mais c'est quand même très gras, etc. etc. On sait qu'il y a des conséquences, que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour la santé. Et puis ils peuvent publier leur article, un article
soi-disant avec un design scientifique, avec un gros échantillonnage de consommateurs dans plusieurs pays, etc., etc. Et même, et là c'est le deuxième point, rajouter dans la publication, ces résultats échappent aux aléas du hasard à 95%. Ça veut dire que on a 95% de probabilité que les résultats ne soient pas dus au hasard. Donc c'est un truc habituel, c'est 5%. Ça passe sous les 5% de probabilité que ce ne soit pas dû aux aléas du hasard, les résultats, hein, et de significativité statistique. Et donc on se dit, ah bah oui, donc c'est très vrai ce que dit l'étude. Mais en fait non, même si l'étude est faite de manière à ce que les résultats majoritairement soient aient peu de chances d'être du hasard, ça ne veut pas dire que la déduction faite, politique, économique, commerciale, pour manger du hamburger, est vraie. La conclusion de l'étude est toute fausse, basée sur des données qui sont bien faites, avec une bonne échantillonnage de population, etc., etc. Donc, faire attention avec ce 5% de 95% de plus de 95% significatif ne veut pas dire que là, les résultats de l'étude sont vrais. D'accord? Donc, deuxième piège. À partir de là, on va faire le troisième et quatrième. C'est cette significativité mal interprétée. Elle est souvent due au fait d'une sorte de foi que l'on a en les mathématiques. On pense que ce qui est mathématisé, ce qui est écrit sous formule, et sous données calculées, quantifiées, est forcément un reflet de la réalité, explique la réalité. Et en fait, non, les mathématiques n'expliquent pas la réalité. Les mathématiques documentent la réalité, décrivent la réalité, mais décrivent aussi très très bien l'irréalité des choses absolument fantaisistes ou des choses abstraites. Hein. Une opération mathématique, quand elle est correctement effectuée, elle donne le même résultat en principe. Hein. Ça ne veut pas dire pour autant que les choses dans le résultat soient la vérité, la réalité. Hein. Un tiers de vampire fois 3 est égal à un vampire. Un vampire, pourtant, cela n'existe pas. Hein. Pas plus qu'un tiers de vampire. Donc c'est pas parce qu'on a calculé le vampire ou que l'on a donné une réalité physique concrète au vampire. Une pomme plus une pomme égale 2 pommes, ça c'est des pommes, ça existe. 2 pigeons fois 2 pigeons, ça fait 4 pigeons au carré. Est-ce que 4 pigeons au carré, ça a un sens dans la réalité? Non, ça n'a aucun sens. On a juste mis P à la place de vampire ou de A. C'est de l'algèbre, hein, élémentaire, un calcul élémentaire. Hein. On a mis au carré une somme, c'est tout. Ça ne donne aucune véracité au calcul, hein, de matérialité au calcul. Donc voilà, les maths jonglent avec l'infini. L'infini n'existe pas physiquement, c'est une donnée mathématique. Hein. Une impulsion d'Irak, c'est-à-dire une sinusoïde dont l'intensité va à l'infini, n'existe pas. C'est juste un objet mathématique. Hein. Il y a plein de choses comme ça que l'on utilise en mathématiques qui n'existent pas en réalité, hein, dans la réalité. Et donc cette foi dans les maths fait aussi qu'elle est parfois dérivée en croyance. C'est aussi une croyance que les maths sont aussi l'équité. On confond maths et équité. Donc par exemple, si on prend... c'est une démonstration un peu boiteuse parce que ça ne fonctionne que sous certaines conditions. Si par exemple on va prendre les salaires, on va mathématiser l'égalité des salaires, l'inégalité des salaires. Mettons qu'une femme gagne 1 euro de l'heure, comparé à un autre qui gagne 10 euros de l'heure. On pose la question, on va prendre que ces deux extrêmes. Hein, comment
donnerez-vous un salaire équitable? Qu'est-ce que instinctivement vont faire certaines personnes? Ils vont faire la moyenne. 1 plus 10 divisé par 2, ça donne la moyenne 5,5. Ce serait le salaire moyen équitable. En fait, c'est le salaire moyen entre les deux données. Hein. Entre 1 et 10, la moyenne est 5,5. Mais ce n'est pas le salaire le plus équitable possible, puisque entre 1 et 5,5, il y a à peu près 5 fois de différence, d'écart. Entre 5,5 et le maximum de 10, il y a à peu près 2 fois. C'est pas vraiment ce qu'on appelle équitable. Pour qu'il soit équitable, ce serait à peu près 3, un peu plus de 3. Entre 1 et 3, quelque chose, ce serait à peu près 3 fois plus. Et entre 3, quelque chose et 10, ça serait à peu près 3 fois plus. Là, ce serait équitable. Alors pour faire ce calcul, il faudrait plutôt faire ceci. 1 plus 10 racine carrée. Ce qui donnerait à peu près 3, quelque chose de tête. Là, ce serait déjà plus équitable. Donc le calcul n'est pas une moyenne, ce serait plutôt la racine carrée de la somme. Et cependant, ça ne marche que pour des petits chiffres. Hein. Ça ne marche pas dès que c'est des grands chiffres. Hein. Ça ne marche plus. Donc il faut réduire les chiffres au minimum, hein, si possible, hein, pour avoir un calcul équitable. Mais cet équitable-là n'est pas une donnée mathématique. Hein. C'est juste que l'équité, c'est une donnée morale. Ici, que je mets pour l'exemple, les maths ne sont pas équitables. Hein. Les maths, on peut utiliser les maths pour donner des informations un peu équitables, mais une moyenne n'est pas équitable. Une moyenne, c'est une moyenne. Une moyenne pondérée n'est pas plus équitable non plus, c'est une moyenne pondérée. D'accord? Donc, les maths ne sont ni équitables, ni le reflet de la réalité matérielle, hein, de la réalité physique. Les maths sont une quantification, pour les opérations, de tout ce qu'on leur donne à manger, de tout ce que l'on met dans le calculateur. Hein. Je veux multiplier mes pieds par un chat, ça fera plusieurs chats-pieds. Plusieurs chats-pieds, ça veut dire quoi? Je ne sais pas, ça veut dire ce que ça voulait dire, mais on le trouve sur une opération. Voilà, ces 3, j'en ai pris 3 ou 4, hein, ces 4 points sont un petit échantillonnage de tous les pièges sur lesquels on tombe très facilement. Il y a beaucoup d'autres biais, hein, les biais d'échantillonnage, etc., sur lesquels on est tous les jours confrontés, le biais de perception, le biais de nouveauté, etc., qui nous font penser que ce qui est plus récent est forcément mieux que ce qui est plus ancien, surtout dans les études scientifiques ou dans les articles. Bon, plein de choses comme ça. Hein. On est tous, ça ne concerne pas que la science, ça concerne plein de choses. Hein. Mais ces 4-là, ça concerne réellement la perception d'un article plutôt scientifique. Et la perception, c'est qu'en fait, les articles scientifiques, le plus important, malheureusement, ce n'est pas ce qui est informé, ce qui est donné par l'article, mais ce que l'on interprète, ce que l'on perçoit, ce que l'on reçoit, malheureusement. Et sachant que c'est ainsi que ça marche, certains articles scientifiques ont des données à l'intérieur qui sont bien faites, parfois, avec une introduction déjà orientée et une conclusion orientée, qui ne reflète pas le contenu de l'article. Hein. Souvent, trop souvent. Hein. Et donc, on enlève l'introduction, on enlève la conclusion, on met une croix dessus, on lit l'article, on a notre propre conclusion, sans se laisser orienter par ce qu'en disent les auteurs. Mais en général, il y a une partie discussion sur l'article scientifique qui discute des points de l'article, etc., qui théoriquement amène à un petit peu d'objectivité, mais théoriquement, hein, à beaucoup d'objectivité, ça devrait être comme ça, mais en réalité, c'est pas tout à fait le cas. Hein. Il faut se méfier même des articles scientifiques, même publiés dans des revues révisées par les pairs, il y a ce genre de problème, pratiquement au moins un de ces problèmes-là, pratiquement dans toute étude, dans toute publication. Ce qui fait que peut-être même pas le 90%
des études scientifiques ont des informations impeccables. D'accord? Il y a toujours un petit truc à réviser. Hein? Voilà.